Quelques chiffres clés par rapport à Bonjour ATP. Aujourd'hui, on profite, on a 3 millions d'utilisateurs par mois. À peu près chaque utilisateur réalise 5 sessions en moyenne par semaine, ce qui veut dire que ça reste quand même une application qui est utilisée d'une manière très fréquente. Et voilà, et notre taux de croisement, c'est 100 000 téléchargements par mois. Au niveau des stores, on va voir 4,8 sur iOS, 4,5 sur Android et on est très fiers de ces résultats parce qu'il y a quelques années, les notes avaient particulièrement chuté, donc on a rattrapé énormément le tir. Et finalement, une petite récompense qu'on a eue l'année dernière, on a gagné une 3e place dans la catégorie de meilleure expérience dans une application de la part de Content Square. Donc, c'était un UX Awards l'année dernière. Mais sinon, aujourd'hui, on est là justement pour parler de comment organiser tout un produit digital en user flow sur Figma. C'est une méthodologie qu'on a développée chez Bonjour ATP et qu'on a énormément poussé. Et justement, je vais vous présenter tout ça. Alors, juste pour un petit peu de contexte, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant, c'était compliqué chez la RATP. Pourquoi? Parce que l'équipe actuelle de Bonjour ATP, l'équipe design, qui est arrivée en janvier 2020, en fait, on avait hérité énormément de fichiers de l'ancienne agence externe qui s'occupait de la conception de l'appli. Et quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire énormément de fichiers un petit peu dans tous les sens, organisés de différentes manières et en montrant différentes parties de l'appli. Parfois, il y a des parties qu'on ne trouvait pas, etc. Et ça, c'était compliqué au tout début parce que dès l'instant qu'on devait modifier quoi que ce soit, donc là, je vous donne l'exemple de l'accueil de l'appli à l'époque, en fait, on se retrouvait dans ces fichiers-là, se dire, en fait, on a 1000 versions de l'accueil et on ne sait pas très bien quelle est la bonne. Là, vous voyez que, par exemple, chaque version que je vous montre ici, en fait, va avoir différentes fonctionnalités dans chacune de ces versions. Et tout ça pour finalement découvrir qu'aucune de ces maquettes qu'on avait dans nos fichiers correspondait vraiment à la réalité, qui était justement l'écran que vous voyez tout à droite. Donc, très rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait avoir une espèce de single source of truth, d'accord, une référence centralisée où on allait pouvoir retrouver toutes les maquettes de l'application et ces maquettes-là toujours à jour. Donc, on s'est fixé différents objectifs par rapport à cette nouvelle organisation des fichiers qu'on voulait. Le premier objectif, c'était de travailler en user flow. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de designers qui travaillent en user flow. Personnellement, je trouve ça dommage parce que justement, les user flow, comme je le dis dans le deuxième point, en fait, nous forcent, autant que designers, à prévoir tous les cas possibles qui peuvent arriver, c'est-à-dire toutes les interactions qui peuvent arriver, l'enchaînement complet et donc du coup le parcours complet de nos utilisateurs. Le seul problème de faire des user flow, c'est que très rapidement, on peut se retrouver à faire des user flow en doublant qui ont des maquettes en commun. Et ça, c'est problématique parce que justement, nous, on cherchait à éviter cette situation de se dire, je vais retrouver le même écran sur différents fichiers. Donc, un des objectifs qu'on s'était fixé aussi, c'est de dire il ne faut pas dupliquer les maquettes d'un même écran. Et après, bien évidemment, comme on est dans une organisation produit, il va falloir que cette organisation soit capable de gérer des changements continus parce qu'on ne fait qu'améliorer en permanence la même application. Mais on est aussi arrivé à la conclusion par rapport à ce qu'on avait vu de l'agence précédente de ne pas baser notre organisation des fichiers par rapport à la composition des équipes parce que l'organisation des équipes au sein de Bonjour ATP, comme c'est le cas aussi dans d'autres sociétés, ça change en fonction des besoins, ça change en fonction des objectifs.
Et si ça change tout le temps, bah, les fichiers, malheureusement, très rapidement, on ne se retrouvait plus dedans. Et finalement, notre organisation devait être accessible à tout le monde, aux développeurs, aux product managers, mais aussi à des gens externes des équipes produits, comme ça peut être service client ou même les sponsors du projet. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la problématique, on va commencer par imaginer un cas simple. Donc là, vous voyez un parcours très classique au sein de Bonjour ATP, un des parcours les plus utilisés aujourd'hui, qui est tout simplement l'utilisateur arrive sur l'accueil de l'application, il va voir des favoris adresses, par défaut, c'est maison et travail. Une fois que j'appuie sur un favori adresse, j'arrive sur la recherche d'itinéraire avec toute une série de résultats. Et si je veux plus de détails sur un itinéraire, eh ben, il suffit de taper et j'arrive à ce qu'on appelle la feuille de route avec l'ensemble du détail pour aller du point A au point B. Donc là, ça a l'air très simple. C'est juste 3 écrans. Et le seul problème, c'est que à l'intérieur de ces écrans-là, en réalité, il y a plein d'autres flows, plein d'autres parcours qui peuvent exister. Par exemple, dans l'accueil, on va se retrouver à se dire, bah non, en fait, l'utilisateur pourrait aussi rentrer à l'intérieur de la map, ce qu'on appelle autour de moi, où il pourrait rentrer à gérer son profil, où il pourrait faire une recherche d'itinéraire manuellement, où il pourrait scroller à l'intérieur de l'accueil ou renseigner l'affluence. La recherche d'itinéraire, c'est un petit peu pareil, voire plus complexe, parce qu'en réalité, on va avoir des filtres, on a la possibilité de faire un départ différé, on a différents modes de transport, donc du coup, différentes listes de résultats. Les résultats peuvent changer aussi en fonction de s'il y a des perturbations ou pas des perturbations. L'utilisateur peut aussi nous faire des feedbacks au cas où il y a une donnée erronée. Et je ne vous raconte même pas par rapport à la feuille de route. La feuille de route, c'est encore pire parce que la feuille de route a son propre fond carte avec les différentes représentations des lignes. La feuille de route, bien évidemment, doit aussi s'adapter aux différentes perturbations qui peuvent exister. Et à l'intérieur, on va voir encore plus d'interactions comme accéder à un parcours piéton, accéder au prochain départ des différents modes de transport, toujours le feedback. On va indiquer à l'utilisateur à quel endroit il peut se placer du quai pour lui faire gagner quelques minutes. Il peut renseigner à nouveau l'affluence, etc. Et tout ça, en plus, décliné à chaque fois pour tous les modes de transport. Donc, du coup, vous voyez que finalement, ce flow qui avait l'air simple, il n'est pas si simple si on souhaite en fait spécifier finalement ces 3 écrans aux équipes produits et aux équipes de développement pour justement pouvoir passer en production. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on l'a compté, je vous rassure, on ne les compte pas tous les jours, mais la dernière fois qu'on a compté le nombre d'écrans qu'on a chez Bonjour ATP, le chiffre était celui-là, plus de 1250 maquettes. Le chiffre exact était 1258 à l'époque. Et il s'agit bien de maquettes qui sont uniques, c'est-à-dire que ce sont des maquettes que chacune de ces maquettes fournissent une information, une interaction différente et qui est nécessaire justement pour que nos équipes de développement et product management ne se posent pas de questions par rapport à comment l'équipe design a conçu ces différents parcours. Vous avez compté comment? À la main. C'est un peu horrible, mais oui, on a cherché. Il n'y a pas Il y de a des, plugin Figma. il y a des plugins pour le faire, mais un petit peu plus tard, je pourrais expliquer pourquoi ces plugins ne marchaient pas dans notre organisation. Donc, je vais vous montrer très rapidement, en fait, juste une preview de comment cette organisation des fichiers fonctionne pour répondre au parcours que vous venez de voir tout à l'heure. C'est-à-dire quand j'étais dans l'accueil, je clique sur, je tape sur un favori adresse, recherche d'itinéraire et feuille de route. Donc là, je passe sur Figma. J'espère que tout le monde voit toujours mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup.
Donc là, on est sur le compte Figma du groupe RATP. On est dans l'équipe Figma Bonjour RATP. Et là, on retrouve l'ensemble des fichiers qui composent notre application. Donc, on va avoir une partie dédiée au design system. Et après, on a différents fichiers, ouverture, accueil, recherche d'itinéraire, réservation. Ça, je vais vous parler un petit peu plus tard sur comment on découpe justement tous ces fichiers-là. Mais là, pour l'instant, l'idée, c'est de dire, bah, OK, mon parcours commence dans l'accueil. Donc, moi, je vais rentrer dans l'accueil. Et ici, on va retrouver tout un ensemble de versions, des itérations de l'accueil. Pareil, je rentrerai un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais rentrer dans cette version verte qui représente la version qui est validée. Et voilà, on se retrouve dans ce fichier-là où, comme je vous dis, c'est le fichier qui est validé et on va retrouver différents flows dans chaque page. D'accord? Donc là, vous voyez, en fait, c'est le flow complet de toutes les interactions, toutes les formes, toutes les fonctionnalités qui existent à l'intérieur de l'accueil. Donc, on va commencer à lire le début du flow. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un bloc de conditions qu'on nous, on appelle cas nominal. Pareil, je parlerai un petit peu plus tard. Avec toute une série de conditions comme par exemple que l'utilisateur il est bien connecté, qu'il a des favoris adresses, etc. Donc, moi, je continue avec les flèches. Là, j'arrive à cet écran. Là, vous voyez que l'écran est en train de charger. Ensuite, est-ce que je veux voir l'écran Android ou iOS? Pour l'instant, je m'intéresse à Android. Et là, à partir de là, j'ai tout un tas d'interactions que je peux faire au niveau de cet écran. Donc, moi, je m'intéressais aux favoris adresses. Donc, maison, je suis de la flèche. Est-ce que l'utilisateur fait un tap normal ou un long press? Là, c'est un tap normal. À nouveau, est-ce que l'utilisateur il est géolocalisé ou pas géolocalisé? Parce que ça change la donne s'il n'est pas géolocalisé. Mais s'il est géolocalisé, on va passer à un fichier qui s'appelle RI résultat. RI, ça veut dire chez nous recherche d'itinéraire. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je vais sauter directement à ce fichier-là, RI résultat. Là, vous voyez à nouveau tout le flow en entier de l'écran de résultat de la recherche d'itinéraire. Et là, c'est un petit peu à nouveau. En fait, on va commencer à lire le flow, l'écran de chargement. Est-ce que l'utilisateur est en ligne? Oui. Tout un tas de conditions que je pourrais vous montrer un petit peu plus tard. La même distinction entre Android et iOS. Et là, voilà. Là, je retrouve tout un ensemble d'interactions que je peux faire au sein de cet écran. Et moi, je m'intéresse pour l'instant dans le flow qu'on s'est défini à qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur un bloc. Et là, je vais passer à RI feuille de route. Ça tombe bien. On est dans le fichier RI feuille de route. Et là, à nouveau, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la feuille de route, elle est très, très complexe. C'est un de nos écrans les plus complexes dans l'application. Mais ici, à l'intérieur de ce fichier-là, vous retrouvez l'ensemble d'interactions de la feuille de route. Donc, je suis allé très, très vite, mais ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le détail de tout ça. Alors, déjà, comment on arrive à ce niveau-là? Alors, la devise, clairement, c'est pour conquérir, il faut diviser. Et donc, du coup, là, je vais vous expliquer les astuces, enfin, ou les conseils que nous, on vous donne côté Bonjour ATP sur comment diviser vos fichiers de manière à ne pas vous retrouver avec des grands fichiers avec plein d'écrans. Donc, le premier conseil, c'est tout simplement de dire divisez votre produit en fonction de votre navigation principale. En général, tout produit digital va avoir une navigation principale et c'est déjà un bon point de départ pour se dire comment je pourrais découper mes fichiers. Donc là, typiquement, sur l'appli de Bonjour ATP, on va retrouver l'accueil, horaire, plan, trafic et titre. Et bah, dans un premier temps, on peut se dire, bah, voilà, j'ai ces 5 fichiers où je vais commencer à classer, à organiser mes différentes maquettes dans ces 5 fichiers. Deuxième conseil, c'est une fois que vous avez fait cette première division, c'est là typiquement de l'accueil, identifier les différents parcours qui peuvent partir de cet accueil. Donc là, par exemple, vous voyez profil, autour de moi, la recherche d'itinéraire, tous les parcours que j'ai listés tout à l'heure.
Et ça, finalement, vont devenir des pages. C'est-à-dire, dans la plupart des logiciels design d'aujourd'hui, on distingue ces deux niveaux, le fichier et les pages. C'est le cas sur Figma, mais c'est le cas aussi sur Adobe XD et Sketch et compagnie. Donc là, typiquement, dans le fichier accueil, vous allez retrouver une page dédiée à l'accueil en lui-même, une page pour le profil, autour de moi, recherche d'itinéraire, gestion de favoris adresses et l'affluence. OK? Sauf que, comme vous avez pu deviner tout à l'heure, la recherche d'itinéraire, c'est une des plus grosses fonctionnalités au sein de Bonjour ATP. Donc, du coup, de temps en temps, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités que si vous essayez de les modéliser à l'intérieur d'une seule page, ça va faire énormément de maquettes à l'intérieur. Donc là, typiquement, comme je disais, c'est le cas de la recherche d'itinéraire où, en fait, il y a tout un tas de choses à spécifier par rapport à qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur est tout simplement en train de chercher, donc tout ce qui concerne l'autocomplétion, la possibilité de filtrer, tout ce qui concerne les résultats, donc les flows que vous avez vus tout à l'heure, et à nouveau toute la feuille de route que, comme je vous disais, elle est très complexe. Donc, si on faisait ça, comme je vous dis, ça deviendrait une page qui est très, très, très remplie avec plein de choses dans tous les sens. Donc, à ce moment-là, en fait, on peut se dire, bah, tiens, la recherche d'itinéraire, on ne va pas la faire ici, à l'intérieur du fichier accueil, on va lui donner son fichier à lui. Et à l'intérieur de ce fichier-là, on va retrouver à nouveau cette organisation par page, où on va retrouver la recherche dans une page à elle, filtre, résultat, feuille de route. Donc, ça, c'est les grosses astuces qu'on vous donne pour découper petit à petit vos fichiers. Aujourd'hui, par exemple, chez Bonjour ATP, nous, on travaille sur à peu près ces 12 fichiers. Donc, on a un fichier qui concerne tout ce qui est l'ouverture, donc le splash screen, l'onboarding quand l'utilisateur installe l'application pour la première fois, quand il y a des mises à jour, l'accueil dont on a parlé, recherche d'itinéraire, réservation, ça concerne tous les parcours de trottinette et VTC, horaire, plan, trafic, titre, ce sont des rubriques dédiées. Fiches, c'est des choses transverses à toute l'appli. Le profil, vous le voyez aussi à l'intérieur de l'accueil. Bah, le profil, il est très grand aussi, donc il a son propre fichier. Et comme ça. Alors, par contre, comment organiser déjà ces fichiers à l'intérieur de Figma? Parce que là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment ça se passe exactement sur Figma. Donc, il faut savoir, nous, enfin, un petit retour d'expérience. Chez Bonjour ATP, en fait, on travaillait sur le combo Sketch, Abstract, C-Plan. Et Sketch pour le design de maquette, Abstract pour le contrôle de version et C-Plan finalement pour livrer aux développeurs et qu'eux, ils retrouvent toutes les spécifications dont ils ont besoin. Le seul problème, c'est que Sketch est devenu assez contraignant dès l'instant qu'il y a eu le premier confinement pendant le Covid. Le fait de ne pas pouvoir travailler à l'époque en temps réel difficultait énormément les échanges entre les designers qui travaillent à distance. Abstract, même si moi j'adore Abstract, ça posait énormément de problèmes de lenteur, c'est-à-dire, enfin, je pense que ceux qui ont travaillé déjà sur Abstract, ils ont pu expérimenter juste ce fait que Abstract peut mettre énormément du temps à télécharger et à afficher les fichiers Sketch qui sont à l'intérieur. Et finalement, c'est plein. Pour un maniaque du rangement comme moi, je trouve que c'est tout simplement impossible d'avoir quelque chose de bien rangé à l'intérieur de ces plans. Donc, on avait toujours des problèmes d'export, des écrans qui étaient dupliqués ou des écrans qui se remplaçaient sans qu'on le veuille. Bref, assez compliqué. Et Figma, finalement, bah, à l'époque, réglait un petit peu tous ces problèmes-là. En fait, d'un côté, on avait le temps réel pour pouvoir travailler tous ensemble sur les mêmes fichiers. Tout se charge très rapidement, donc il n'y avait pas les temps de chargement d'Abstract. Et finalement, Figma nous permettait de remplacer 3 outils en un seul parce que ça couvrait aussi toute la partie pour les développeurs.
Le seul problème qu'on avait avec Figma, c'est que il n'y avait pas une solution de versionning satisfaisante pour nous. Vous allez me dire, non mais comment ça se fait, Lorenzo? Figma propose plein de choses. Certes, il y a deux solutions aujourd'hui, principalement de versionning sur Figma. D'un côté, on va voir l'historique de version. Pourquoi chez nous, on n'utilise pas l'historique de version? Là, je vous ai listé quelques raisons. La première, c'est que déjà, la visibilité de cet historique de version n'est pas évidente. Elle est relativement cachée. Après, dans un monde aujourd'hui, et heureusement, où en fait on a perdu petit à petit l'habitude de faire pomme S ou commande S pour sauvegarder notre travail, et ben là, en fait, on se retrouvait à devoir compter sur les différents designers pour bien définir à quel moment il avait fini une version majeure d'un fichier. Et un gros problème aussi, c'est que les liens Figma qui pointent à une maquette concrète ne pointent pas, enfin, pointent toujours à la dernière version et pas à une version dans le temps. Ce qui est assez embêtant parce que si un product manager utilise les liens Figma pour la rédaction de ses US, si le fichier entre-temps a changé, éventuellement le lien qu'il a mis dans sa user story, bah, il est caduque, voire même ça pointe un écran qui correspond pas au contenu de son US. Et bon, et finalement, la comparaison entre deux versions, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut basculer entre deux versions à chaque fois. Et sinon, bah, très récemment, il y a quelques mois, Figma a lancé les branches. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que ça se rapproche plus du système d'abstract. Mais à nouveau, en fait, nous, on a considéré que la visibilité de cette fonctionnalité n'est pas encore très importante. Qui dit branche dit aussi merger à un moment donné, et donc du coup avec les merges, enfin les merges sont accompagnés des problèmes de merge. Je suis désolé. Le fait que différents designers ont modifié éventuellement le même écran et on se retrouve tout à la fin au moment du merge de se dire, bah, mince, en fait, les deux maquettes sont pertinentes, mais le problème, c'est que chaque designer a travaillé de son côté. Par contre, c'est vrai que quelque chose qui est très intéressant, c'est que les liens vers une maquette, vers un frame d'une branche, va toujours pointer à ce frame dans cette branche, peu importe si la branche a été mergée ou pas. Mais ça ne s'applique pas au lien du fichier du fichier principal, du fichier main. Je suis désolé si je rentre trop dans la technicité de Figma, mais peut-être que ça peut intéresser à certaines personnes. Et finalement, un autre défaut qu'on on trouve aujourd'hui au système de branche de Figma, c'est le fait que malheureusement pour l'instant, la branche d'un fichier, et notamment d'un fichier de design system, ne peut pas devenir à son tour librairie. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas forcément tester les modifications qu'on est en train de faire à l'intérieur du design system. Et comment on a réglé ça dans tous les cas? Alors là, je reprends la structure de Figma pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, comme j'ai expliqué très rapidement tout à l'heure, sur Figma, on va avoir le compte. Donc, dans notre cas, c'est le compte RATP. Ce que Figma appelle les équipes, que de temps en temps, par les différentes équipes de designers, les équipes sont utilisées soit pour représenter des vraies équipes, soit pour représenter des produits différents. Et après, on va voir les niveaux de projets, fichiers et bien évidemment la page à l'intérieur de ces fichiers. Alors, nous, ce qu'on a fait, voilà, le petit tweak qu'on a fait à cette structure, c'est de se dire, alors, en réalité, les projets, on va les utiliser pour représenter un seul et unique fichier. Les fichiers, en réalité, seront des versions, des itérations du même fichier. Et finalement, les pages, comme vous avez pu voir tout à l'heure, représentent des flows, d'accord, des parcours, des vrais parcours utilisateurs. Donc, laissez-moi vous montrer tout ça un petit peu plus en détail. Donc, je reviens sur Figma. Et là, voilà, comme je disais, compte Figma de la RATP, dans l'équipe
Figma, bonjour à ATP. Et là, vous retrouvez en fait différents projets, d'accord? Vous voyez que dans la nomenclature de Figma, en fait, ça, c'est différents projets, mais pour nous, en fait, ce sont des différents fichiers. Donc, je vais avoir un fichier dédié à l'ouverture, un fichier accueil, un fichier recherche d'itinéraire, etc., etc. À l'intérieur d'un projet de Figma, en fait, on va retrouver différents fichiers. Mais comme je vous dis, pour nous, les fichiers, ce sont juste des versions du même fichier. Donc là, par exemple, vous voyez que le fichier accueil, le fichier qui contient toutes les maquettes qui concernent l'accueil, a déjà eu 12 itérations. Donc, la toute première fois qu'on avait fait la première itération de l'accueil sur Figma, c'était pour rajouter un bandeau qu'on appelle l'autopromotion. Et au fur et à mesure, on a fait évoluer ce fichier-là en faisant à chaque fois des copies jusqu'au moment où, en fait, aujourd'hui, la dernière version validée, c'est-à-dire qui a été validée aussi bien avec les product managers qu'avec les développeurs, c'est une modification qu'on a fait à l'intérieur du field de cards. Et justement, en ce moment, comme je faisais le teasing tout à l'heure, bah, en fait, on est en train d'intégrer des nouveaux partenaires de mobilité. C'est le cas des vélos Lime et DOT. Donc, à travers les covers, on identifie le statut de chaque fichier. Donc, bleu pour nous, ça veut dire en cours. Et le vert, c'est la dernière version validée. Et donc, du coup, généralement, si on veut voir quelque chose de stable, qui ne bouge pas, il faut rentrer à l'intérieur du fichier vert. Et voilà, le fichier vert, comme je vous disais tout à l'heure, bah, il va avoir différentes pages. Et à l'intérieur, on va retrouver nos fameux flows. J'espère que ça a été clair. Je vais passer justement à vous expliquer comment on construit ces flows, parce que c'est là où nous, on a développé toute une méthodologie pour faire toute une espèce de grammaire limite sur comment on fait des flows. Et pour ça, à nouveau, on vous donne des petits conseils, des règles d'heure pour construire des user flows comme des pros. Alors, première règle, très simple, c'est que tout simplement, un flow va avoir un début du flow, d'accord? Il a un point de départ. Par contre, bien évidemment, il peut avoir différentes fins possibles, d'accord? Différentes redirections à d'autres flows. C'est justement comme ça que nous, on va lier les flows entre, vous voyez tout à l'heure, en fait, à un moment donné du flow de l'accueil, on renvoyait à des flows de la recherche d'itinéraire. Deuxième règle, c'est que bien évidemment, le flow va se lire de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, ça représente la progression de l'utilisateur ou du système. Donc, dès l'instant que l'utilisateur fait une interaction ou le système, l'application réagit d'une certaine manière, ça va donner différentes colonnes de gauche à droite. Et en vertical, par contre, on va ranger les déclinaisons du même écran. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de représenter ici. Si par exemple, on a un parcours qui a 4 étapes, A, B, C, D, et à chaque fois, en fait, on va avancer de gauche à droite. Et de temps en temps, il y a certains écrans qui vont prendre différentes formes, dans différentes déclinaisons, en fonction de tout un tas de conditions. Justement, pour les conditions, on va définir toute une série de blocs. Donc là, je vous donne un exemple très simple. Dans la recherche d'itinéraire, comme vous pouvez imaginer, on va avoir le cas où on trouve des résultats. Et même si au sein de la RATP, on fait notre mieux pour que ça n'arrive jamais, de temps en temps, malheureusement, on n'a aucun trajet à proposer, aucun itinéraire à proposer à nos utilisateurs. C'est-à-dire, c'est l'état empty state de cet écran. Et bah, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce type de bloc que nous, on appelle des blocs conditions, tout simplement, et se dire, bah, est-ce que la recherche trouve des résultats? Et bah, si c'est oui, on va renvoyer à l'écran de résultats, et si c'est non, c'est l'empty state. Très simple. Quatrième règle que nous, on applique, c'est que nous, en fait, on décline tous les parcours pour Android d'abord et on fait tout simplement des déclinaisons pour iOS si nécessaire.
Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur cette slide, Bonjour ATP est une de ces applications où on ne propose pas énormément de différence entre Android et iOS. Là, par exemple, vous voyez la rubrique horaire de l'appli et vous pouvez constater qu'on va avoir la même barre de recherche, la même carto, les différents onglets, etc. Il va avoir juste des différences par rapport au ratio de l'écran, la status bar et un tout petit peu la hauteur de la button bar. Par contre, de temps en temps, il y a des petits détails qui sont quand même importants à spécifier, comme par exemple ce bouton partage, où sur Android, on va avoir tendance à utiliser ce picto, qui est le picto traditionnel chez Android, ou sur iOS, c'est plutôt celui-ci. Et même, on peut avoir le cas de parcours qui sont complètement différents entre Android et iOS. Donc là, je vous donne l'exemple du paiement quand l'utilisateur veut acheter un titre de transport. Sur Android, il peut payer par carte bancaire. Par contre, sur iOS, il pourrait aussi payer par Apple Pay. Donc ça, à un moment donné, au niveau des flows, ça fait des branches différentes. Donc en gros, on va retrouver pour faire ces flows comme je vous ai expliqué. En gros, on va voir un bloc condition qui distingue entre Android et iOS. Le reste du parcours va être défini pour Android et on va faire seulement, en général, une seule déclinaison pour iOS à chaque fois qu'on retrouve un nouvel écran. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Du coup, là, pour les différenciations justement Android et iOS sur le comportement lié donc à l'OS, Oui. qu'est-ce qui le définit? Parce que, sauf si vous êtes des spécialistes des deux OS, mais bon, voilà, est-ce que c'est côté dev où vous avez des intégrateurs OS par OS et qui vous disent OK, là, on a un comportement différent, il faut faire les maquettes? Comment ça se passe? Alors, déjà à l'intérieur de l'équipe design, on essaye de maîtriser très bien les guidelines aussi bien d'Apple que de Google. Donc, nous, on peut déjà arriver avec des recommandations assez fortes sur le fait qu'il faut faire une distinction entre Android et iOS par rapport aux habitudes de chaque OS. Et les designers sont intégrés dans différents squads, c'est-à-dire les designers ne travaillent pas seuls dans leur coin, ils travaillent dans le quotidien avec les product managers et les développeurs de chaque OS. Donc du coup, effectivement, ça peut arriver qu'on ait des contraintes techniques liées à un OS. Ok, donc c'est parce que vous êtes par squad, c'est pas une équipe qui traite les deux OS en transverse. Ok. Si, pardon. En fait, à l'intérieur d'une squad, les squads aujourd'hui chez nous, ils sont. Alors, c'est pas exactement des feature teams, mais on va simplifier comme ça. Et donc, du coup, à l'intérieur de chaque squad, ils vont s'en charger de différentes fonctionnalités et ces fonctionnalités vont être conçues aussi bien pour Android que pour iOS. Mais à l'intérieur de chaque squad, effectivement, on va retrouver aussi des développeurs iOS et développeurs Android. Ok, merci beaucoup. Compris. Cinquième règle, et celle-ci, elle commence à être très importante, c'est le fait de spécifier chaque interaction une seule fois, d'accord? Mais vraiment une seule fois et dès qu'elle apparaît dans le flow, à l'exception, comme je mets dans le petit astérix, des écrans de chargement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que, par exemple, ici, on est dans la rubrique titre de Bonjour ATP et c'est un petit peu comme tout à l'heure. En fait, l'utilisateur pourrait se retrouver à avoir déjà des titres sur son téléphone, enfin, dans ce cas-là, sur son pass Navigo, ou à ne pas avoir aucun titre. Et vous voyez que dans les deux écrans, on va retrouver ce bouton de « Acheter sur mon pass ». Donc, du coup, très rapidement, on pourrait se poser la question si, au niveau des flows, il y a besoin, étant donné que ce sont des écrans différents, est-ce qu'il y a besoin de spécifier à quoi ça sert ce bouton de « Acheter sur mon pass ». Si on fait ça, le seul problème, c'est qu'on va le faire en doublon, en fait. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va retrouver à nouveau, comme j'expliquais, un bloc condition. Est-ce que le pass contient des titres? Si c'est oui, c'est l'écran avec les titres. Et si c'est non, c'est l'empty state. Mais ce bouton acheter qui apparaît dans les deux écrans, au niveau des flows, on va seulement le spécifier une fois. C'est-à-dire la première fois que ce bouton apparaît dans le flow.
Donc, du coup, comme vous voyez, en fait, ce bouton renvoie au catalogue des titres. Donc, c'est-à-dire que cette règle de spécifier chaque interaction une seule fois nous permet de nous épargner des flèches au niveau des flows. Parce que, par exemple, si quelqu'un a travaillé sur des prototypes directement sur Figma, c'est-à-dire construire un prototype directement sur Figma, vous avez dû remarquer que, en fait, très rapidement, on commence à avoir des flèches un petit peu dans tous les sens. C'est ce que même les équipes de Figma appellent des spaghettis. Et bien, justement, nous, comme on essaye de faire des flows qui s'adressent à un grand nombre de personnes, non seulement des designers, bah, on essaye de faire des flows qui soient les plus lisibles possibles. Ça, c'est une des premières astuces qu'on a trouvées, de dire on peut s'épargner des flèches parce que ce comportement-là a déjà été spécifié. Et la dernière règle, et qui est, je pense, la plus importante ou celle qui nous permet de faire le plus d'économies de déclinaison et des flèches, c'est la définition de ce qu'on appelle cas nominal. Donc, là, vous voyez, on a un écran que chez nous, on appelle la fiche station. Pourquoi on l'appelle la fiche quai, excusez-moi, je ne connais même plus ma propre appli. La fiche quai. La fiche quai, c'est un écran où en fait l'utilisateur peut retrouver l'ensemble d'horaires d'une ligne dans une station dans un sens, dans une direction particulière. Donc là, je me retrouve dans la station Porte de Clichy pour consulter les horaires du RER-C, direction Saint-Martin-des-Tempes. Et cet écran-là, en fait, a la possibilité de le rajouter en favori ou pas. Donc là, ça reste assez simple. Il y a juste deux déclinaisons très simples de se dire, bah, soit cette fiche quai, elle est dans les favoris, pardon, elle n'est pas dans les favoris ou elle est dans le favori. Le problème, c'est que vous pouvez imaginer que très rapidement, on pourrait décliner aussi cet écran-là pour les différents modes de transport parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire parce que les horaires en temps réel d'un RER sont différents à ceux d'un métro et à ceux d'un bus. Très rapidement, juste pour votre culture personnelle, les RER vont avoir différentes branches et différents codes de numéro de mission. Les métros, en fait, vont profiter d'un certain nombre de prochains passages différents aux autres modes de transport. Et les bus, de leur côté, en fait, ils peuvent subir des déviations. Donc ça change aussi la donne. Et tout ça, c'est des choses qu'on gère à l'intérieur de ces fiches quai. Donc, imaginez si on essayait de faire ça avec les blocs conditions dont je parlais tout à l'heure. Très rapidement, il faudrait faire déjà une première condition de dire, OK, on est en train de parler de quel type de station? Est-ce que c'est un train? Est-ce que c'est un métro? Ou est-ce que c'est un bus? Et après dire, est-ce que ce train, métro ou bus sont en favori ou pas? Et finalement, on se retrouve avec les maquettes correspondantes. Donc, dans cet exemple très simple, on se retrouverait à faire 6 déclinaisons de la même maquette. Et ben, nous, on a inventé un autre type de bloc condition qu'on appelle le cas nominal, où en gros, le cas nominal va représenter le cas le plus commun, celui où il y a moins de problèmes que l'utilisateur peut rencontrer. Donc là, par exemple, on va dire, notre cas nominal, ça va être une station de train qui n'est pas en favori. Et donc, du coup, à ce moment-là, moi, je fais l'écran nominal qui est l'écran d'une station de train qui n'est pas en favori. Et après, ce que je vais faire, c'est définir toute une série de déclinaisons qui vont marquer seulement la différence par rapport au cas nominal. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'écran était en favori? Donc là, je vais retrouver la station de train, mais en favori. Par contre, si c'est une station de métro, bah, ce sera la station de métro, mais pas en favori. Ou la station de bus, mais pas en favori. Je vais dans tous les cas vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne aujourd'hui sur nos flows. Alors, je reviens à la recherche d'itinéraire, par exemple. Et on va aller sur le bloc que j'ai passé très rapidement tout à l'heure. C'est là, comme je vous dis, je suis dans l'écran de résultat de l'appli. D'accord? L'écran de résultat de recherche d'itinéraire de l'appli.
Et donc, du coup, très rapidement ici, j'ai un cas nominal. Le cas nominal, c'est que déjà, moi, je ne retrouve pas de perturbation. Donc, comme je vous dis, tout se passe bien. Tous les filtres sont désactivés. C'est relativement plus simple et d'ailleurs beaucoup plus commun que les utilisateurs n'aient pas des filtres activés. Il n'y a pas des bandeaux éditoriales activés. Le bandeau éditorial, c'est un bandeau qu'on affiche dans le cas de perturbation des communications importantes qu'on souhaite faire. Ce n'est pas la première fois que l'utilisateur vient dans l'écran de résultats. La recherche donne des résultats pour tous les modes de transport, parce que vous avez vu que tout à l'heure, ça peut arriver que ce n'est pas le cas. Et même, on a des cas très spécifiques, comme le fait que est-ce que l'itinéraire 100% piéton est inférieur à 40 minutes ou est-ce que tous les déplacements à pied durent entre 3 et 20 minutes? Vous allez comprendre pourquoi. L'écran que vous avez vu tout à l'heure, ça correspond à ce cas nominal. Ah, voilà, il n'y a pas de perturbation. J'ai des résultats à l'intérieur de tous les modes de transport. Les filtres sont désactivés. Les déplacements à pied durent moins de 40 minutes. Voilà, ça, c'est l'écran dans cet état. Mais si là, par exemple, vous dézoomez dans le fichier, vous allez retrouver finalement les différentes déclinaisons de cet écran. Et donc, du coup, là, on va voir justement la même liste que tout à l'heure, mais avec cette condition, ce facteur qui changeait. Donc là, par exemple, c'est les résultats quand il y a des perturbations. Les résultats quand on doit afficher un bandeau éditorial, c'est-à-dire un bandeau de communication. Les résultats quand c'est la première fois que l'utilisateur arrive sur cet écran. Et donc, du coup, on va lui expliquer à quoi ça sert ce bouton de feedback. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de résultat pour les transports en commun? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer directement à l'onglet piéton. Si celui-là, je ne me souviens plus très bien. Ah non, c'est à l'intérieur d'une autre condition, excusez-moi. Là, par exemple, c'est le cas où l'utilisateur a déjà des filtres activés et très certainement, il va voir aussi où les filtres sont des filtres d'accessibilité. Donc ça, c'est lié au fait de, même à l'intérieur des filtres, il faut distinguer qu'est-ce qui se passe si les filtres, c'est le filtre accessibilité ou pas qui est activé. Donc du coup, voilà, vous voyez qu'à chaque fois, on a besoin de spécifier tous ces cas-là pour justement pour s'assurer qu'on est en train de proposer une expérience sans culture à nos utilisateurs et que les développeurs ne se retrouvent pas à devoir nous poser des questions en plein milieu de leur temps de production. Je reviens sur la presse. Donc du coup, voilà. Là, vous avez vu à peu près les solutions qu'on a mis en place pour répondre à tous ces objectifs de nouvelle organisation. Vous avez vu comment on travaille en user flow, le fait que ces user flow contiennent l'ensemble des cas possibles, mais sans dupliquer aucun écran. Vous avez vu que chaque écran est différent et chaque écran se retrouve une seule fois à l'intérieur de nos fichiers. Et avec notre système de découpage, de cover et compagnie, on peut gérer des changements en continu. Notre organisation des fichiers n'est pas basée sur la composition des équipes, mais directement par les fonctionnalités de la propre application. Donc, ça se rapproche énormément à comment l'utilisateur perçoit l'application. Et tout ça nous permet de partager notre Figma avec l'ensemble de la RATP et de manière à que tout le monde puisse consulter à tout moment tous les flows de l'appli. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez avoir plus de détails, on a publié récemment, il y a quelques semaines, un article sur le sujet sur le Medium de RATP Smart Systems. Et sinon, je suis disponible pour tout type de questions. On va reposter le lien sur le Discord. Merci Lorenzo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est top. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Quand tu dis Donc, je respire un petit peu. Oui. Quand tu dis que vous allez poster le lien, c'est le lien de rediffusion ou le lien de l'article? Les deux. D'accord, cool, super. J'ai déjà lu l'article, mais je trouve que la présentation est encore plus détaillée, donc c'est super intéressant. Pas de questions? Vous avez mis combien de temps
à craquer tout ça? Alors, il faut savoir que c'est une manière de ranger les fichiers que deux personnes à l'intérieur de l'équipe design, en fait, on a commencé à développer même avant d'arriver chez la RATP. Mais on a carrément, enfin, on a peaufiné énormément ce système depuis qu'on est là. C'est un système d'ailleurs de rangement qu'on a mis d'abord en place sur Sketch, ce que je vous disais tout à l'heure. Au tout début, on travaillait sur Sketch Abstract et C Plein. Bah, en fait, ce système de rangement, on l'a fait sur Sketch. Et ensuite, on a très rapidement switché sur Figma. En réalité, je dirais qu'on ne met pas énormément du temps à mettre en place ce système de rangement parce qu'en réalité, on le met en place au fur et à mesure. C'est-à-dire, on va baisser les crayons et on va rien faire d'autre que ranger. En réalité, on construit les flows au fur et à mesure qu'on conçoit ses propres parcours. Et même notre découpage, notre grammaire pour faire des flows change au fur et à mesure des différents parcours. De temps en temps, bah, les 6 règles d'or que je vous ai partagées tout à l'heure, c'est un petit peu les règles qui sont les plus stables, qui sont les plus basiques de notre système d'organisation. Mais après, par exemple, on commence à avoir des règles qui sont très pointues pour des situations très particulières au sein de Flow. Et ça, on continue à en découvrir. J'avais une petite question. Là, le Flow, c'est un plugin qui vous permet de faire les liens entre les écrans? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que enfin, j'imagine que c'est pas cliquable, c'est pas comme les liens. Je me suis posé la question aussi. Exact, oui, tout à fait. Alors, nous, on a testé différents plugins et c'est vrai qu'on continue à utiliser, enfin, je continue à les avoir comme vous voyez tous ici. Nous, on utilise concrètement Arrow Auto, un plugin qui s'appelle Arrow Auto. Il est très connu aussi Autoflow, mais nous, on préfère Arrow Auto parce que sur Autoflow, les flèches ont tendance à se mélanger très facilement. Et donc, du coup, justement, ces plugins-là, si je le lance, bah, ce plugin-là va nous permettre de nous épargner le fait de faire les flèches en permanence parce que c'est le plugin qui s'en charge pour nous. Donc, ça, c'est déjà le premier avantage. Et certes, nous, en fait, on voudrait énormément avoir la possibilité de pouvoir, par exemple, ici, créer des liens entre ce bloc-là et la page correspondante. Alors, ça, c'est quelque chose que éventuellement sur Figma, vous pouvez le faire. Nous, pourquoi on ne le fait pas? C'est à cause de notre système de versionning. Parce que si vous faites un lien, vous allez faire un lien vers un fichier concret de Figma. Et pour nous, chaque fichier, c'est une version différente. Si par exemple, vous mettez en place ce système de flow sans prendre cette solution de versionning que nous, on utilise, vous pourriez tout à fait utiliser la création des liens de Figma pour créer ça, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie, enfin, aussi bien product manager que développeur et même des gens par exemple du service client ou mes managers directs me disent très souvent, c'est genre, ah, ce serait quand même bien de pouvoir cliquer et atterrir tout de suite au lieu de le chercher à la main. Je sais. Du coup, la standardisation de... D'autres questions? Oui. Du coup, la nomination des écrans sont très importants. Lorenzo, tu l'entends ou pas? Oui. Ah non, là j'entendais rien. Simon, tu as posé la question. Tu m'entends pas? Je crois pas. Quelqu'un parle, je ne l'entends pas. Alors peut-être viens avec nous, c'est étrange. Tu m'entends là, Lorenzo? Moi je t'entends, oui. Alors je vais peut-être arrêter mon
On Ichim, si partage l'écran. tu peux venir sur scène, sinon, hein, si tu veux. Non, Je t'ai mis en spotlight, tu vas pouvoir parler là. Tout le monde va t'entendre. je veux pas être sur le spotlight, mais Parle. c'était juste du coup comme Non, c'est toujours Jichin, mais je l'entends pas. Ah, là je t'entends, Jichin. Ok, tu m'entends? Oui. Du coup, comme vous mettez pas le lien, du coup, avoir une nomenclature précise pour nommer les écrans, c'est important. Mhm. Et comment vous appliquez la nomenclature de nommage d'écran? Alors, déjà, c'est vrai que ce sont des termes que généralement tout le monde connaît au sein de l'équipe produit. Donc, on va tous parler de profil, on va tous parler de recherche d'itinéraire, on parle tous d'accueil. Et ce qui nous est arrivé aussi donc voilà, en fait, cette nomenclature, elle est commune au vocabulaire qu'on utilise entre designer, product manager et développeur. Et ce qui nous est arrivé aussi dans le passé, c'est de éventuellement changer la nomenclature parce que le découpage des fichiers a changé. En général, le découpage des fichiers, on le fait, on le change pas tout le temps. Mais tous les blocs que vous avez vus avec les différentes redirections de ERI, feuille de route, des choses comme ça, en réalité, ce sont des composants sur Figma qui contiennent les noms de tous nos fichiers. De manière à que si demain, feuille de route, on décide de l'appeler, j'en sais pas, détail d'itinéraire, eh ben, on le change une fois et ça change dans l'ensemble de nos fichiers. J'espère avoir répondu. Merci. Victor, tu voulais poser une question? Ouais, j'avais un truc en tête, en effet. Merci Lorenzo, parce que c'est vraiment une présentation super précise. Et détaillée, et on trouve pas ça facilement. Donc ouais, merci. Ouais, c'était surtout sur tes différents fichiers. Avec donc le fichier validé, le fichier en cours et donc tous ceux qui sont archivés. C'est juste une confirmation que je te demande là, mais par rapport à ton équipe de développeurs, je suppose que vous êtes au même niveau Isoprod sur votre version validée et sur la version de production au niveau des deux fichiers. Et donc, sur les nouveaux documents, les nouvelles maquettes que vous allez fournir aux développeurs sur des nouvelles features, vous allez donc avoir facilement le gap différentiel entre la production et vos nouvelles features, vos nouvelles conceptions. C'est bien ça? Alors, je suis désolé de dire que je ne peux pas te confirmer ta théorie. Ce serait idéal, ça. Ok, d'accord. Mais je repartage mon écran pour te montrer comment on fait. Alors, là, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Effectivement, la version validée, comme je dis, c'est la version qui a été validée avec des product managers et des product developers par rapport à ce qu'il y a à faire. Par contre, par les aléas d'une organisation produit, ce qui peut arriver très facilement, c'est de se dire, tiens, en fait, une partie du périmètre fonctionnel qu'on avait défini dans ce fichier validé, on ne peut pas le faire tout de suite. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'on va le faire plus tard. Donc, effectivement, il peut y avoir des distinctions entre les flows que vous voyez à l'intérieur d'un fichier validé et ce qui se voit dans un moment donné dans l'appli. Ce qui est important quand même à définir avec le reste de la squad, c'est de se dire, OK, finalement, on ne peut pas développer tout de suite ces fonctionnalités, mais est-ce qu'on est toujours sûr qu'on veut les développer à l'avenir? Et dans ce cas-là, en fait, on va les laisser à l'intérieur des flows. Ou sinon, est-ce qu'on les sort de ces fichiers-là parce que finalement, on ne va pas le faire ou ça rentre en conflit avec une future fonctionnalité à l'avenir. Donc, je n'ai pas rentré trop dans le détail du reste de l'organisation des fichiers que nous, on a. Mais là, par exemple, comme je vous disais, on a design system. On a toute une série de projets pour les différents projets. Et si je descends, vous allez retrouver quelque chose qui s'appelle réserve. Nous, on l'appelle réserve. Là, à l'intérieur des réserves, c'est une espèce de... alors, je ne dirais pas cimetière, mais plutôt un frigo, où
en fait, ce sont des fonctionnalités ou des morceaux de parcours ou des idées qui arrivent à l'intérieur des squads, mais qui malheureusement n'ont pas pu être développés. Donc, du coup, ils n'ont pas pu être développés et ils ne vont pas être développés très rapidement. Donc, on les met de côté, on les range de manière à correspondre exactement avec le même découpage des fichiers. Et c'est ce projet-là, Reserve, qui peut nourrir à l'avenir le backlog des product managers au moment où en fait on se dit bah tiens, là on a un petit peu plus de temps, ressortons les bonnes idées qu'on avait eues dans le passé. Est-ce que c'est clair? C'est parfaitement clair et ça me rassure un petit peu. Ok, super, très bien. La vie n'est pas idéale, on est tous on est d'accord. Et voilà, je voulais savoir comment t'avais pu t'organiser par rapport à cette problématique qui est, je pense, commune à toutes les équipes. Ouais. Super, merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Super, et ben merci à tous. Merci Lorenzo, c'était super intéressant. Merci à vous tous, avec plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez échanger, soit sur la communauté Discord, soit là pour présenter des choses, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bon après-midi et bon week-end à tous. Bonne journée à tous.